Gracchus raconte, présente Frédéric Dard. Un éléphant, ça trompe. Une aventure de San Antonio. Chapitre 15. Beru in extenso. Je ne sais pas s'il a déjà vu des courses de lévrier, le dodu, bien que la levrette n'ait pas de secret for him. Toujours est-il que son plan d'action est délibérément inspiré des cynodromes. Quand il est au bout de son rouleau de ruban, il commence à haler le mannequin. Le gus de cire d'écart en souplesse sur ses roulettes de caoutchouc. J'espère que tout va bien aller, dirait Brayfort. Illico des Valda commence à plouf-plouffer dans le dos du camarade en impair. Je vois l'impact, de Varsovie, des balles sur la gabardine beige. La grande porcive de plomb, mes drôles. Un gus qui effacerait cette série pour de bon aurait les soufflets déguisés en arène de Nîmes. Les mecs en battu, leur premier réflexe, c'est de défourailler. C'est seulement ensuite qu'ils commencent à courir. Lorsque la rafale cesse, c'est la méchante ruée vociférante. Une quinzaine de sinoquets me déferlent devant le pif. Je perçois du remue-ménage à l'autre extrémité du magasin. Le haut-parleur reprend ses exhortations. Emparez-vous de vivants si possible. Je ne sais pas ce qu'il maquille Beru dans son secteur, mais j'ai l'idée qu'il a dû recommencer à bousculer les comptoirs. Un torrent de trucs ronds se répandent sur le parquet ciré. Bon, et si j'opérais à mon tour ? Chaque seconde compte, car nous n'allons pas pouvoir soutenir ce siège longtemps encore. Je quitte silencieusement ma topinière. La voie est libre sur la droite. Je trottine comme un lapro dans la rosée du Morninge. Le monumental escadrin qui drive sur les étages est à 2 pas. Seulement le gravir équivaudrait à grimper sur un piédestal pour envoyer des baisers à ses pommes. Aussi le contournai-je afin d'aller regarder ailleurs, non pas si j'y suis, mais s'il existe un moyen d'accès plus direct. Gros chansard, je le repère, l'escalier roulant. À cette heure nuicteuse, il ne roule pas, mais je m'en tamponne. Il est étroit, et les 2 parois qui le bordent constituent un abri sûr. Les défourailleurs ont repris leur canardage. Les bastos étouffés à leur déboulé me rappellent le bruit de la farine de lin en train de bouillir. Quand j'étais chiard, me draper de cataplasme étouffant à la première reniflade ou au premier toussotement. J'avais beau me gaffer, me démorver en douce ou déguiser ma toux en rire, elle repérait directo les symptômes, Félicie. « Antoine, elle disait, soucieuse, tu me fais un rhume. Il faut le soigner avant qu'il ne te tombe sur la poitrine. » En attendant, c'était sa farine brûlante qui me tombait sur la cage à éponge. Ça piquait vachement. Je bramais comme un sauvage et cette substance mollasse que je sentais palpiter à travers le linge qui l'enveloppait me filait mal au cœur. J'escalade l'escalator et à travers, ouf, me voici au first étage. Ici, c'est le calme et le repos. L'endroit n'est éclairé que par les lumières d'une grande rue dans ses parties nord et ouest. C'est donc par là qu'il va falloir se manifester. Je fonce vers les immenses glaces isoplanes. Derrière, c'est London, la nuit. Des taxis, des noctambules, des poulagas déambulent d'une démarche nonchalante. Une vitre me sépare d'eux, c'est-à-dire du salut. Mais quelle vitre, mes amis ? Pour la briser, il faudrait un marteau-piqueur, et encore, je doute. Je cherche du contendant autour de moi. Je suis au rayon des sports. J'avais une haltère. Elle n'est pas très lourde, mais elle doit tout de même peser une demi-stone, soit 3 bons kilogrammes, comme on dit dans les pays civilisés. Je l'assure dans mes mains, je me place à 3 mètres de la vitre et je l'y propulse de toutes mes forces. Que croyez-vous qu'il arriva ? L'haltère me rebondit au pif. J'ai juste le temps de faire un saut de côté pour pas la déguster toute crue. Le choc a produit un grand baoum vibrant, probable que les nazis d'en bas l'ont perçu. Me v'là marron, à moins que mon cerveau inventif ne trouve une solution. Mais forçant au calme, je file des coups de périscope désespérés alentour, sondant la pénombre dans l'espoir d'y découvrir quelque chose de susceptible de me tirer du merdier. Si au moins ils vendaient des mitrailleuses lourdes dans ce magasin. Mon regard caressant tombe en arrêt sur une théorie de motocyclette rangée comme à la parade gendarmière au rayon suivant. Les roast-beef, faut admettre, s'ils sont zéro question de la tortor. Pour ce qui est du motocycle, on n'a encore jamais trouvé leur pareil. Ces motos sont de vrais petits monstres d'acier aux chromes étincelants. Hélas, me dis-je, leurs réservoirs sont vides. Mais au bout du rayon se trouve une sorte de box capitonnée de caoutchouc dans lequel une moto est remisée comme un canasson dans son van. Le bolide a le cul levé sur son trépied. Je comprends qu'il sert à la démonstration. On lui fait ronronner la tripe dans ce box pour expliquer aux amateurs comment qu'ils tournent bien rond les moteurs Triumph et de quelle manière ils se drivent le coursier apocalyptique. Une 500 culbutée. Je vais essayer de la faire culbuter davantage.
Un piétinement nombreux dans l'escalier. V'là les archers d'Hitler qui la ramènent. Je saute sur la péteuse. D'un coup de hanche, je l'extrapole de sa béquille. Contact! Le coup de latte de lancement. Oh, miracle! Ça explose docile. La pétarade emplit tout le magasin dès que je suis sorti du compartiment insonorisé. Un vacarme de tous les diables. Je fonce dans les travées où les nazis se rabattent. Ils me tirent dessus, mais d'une main mal assurée, parce que ça les trouble, un bolide en action dans le magasin. Je leur arrive dessus sans avoir effacé de projectile. Ce carnage, mamma mia! Je te les ramène en moins de rien. Bloqués par les comptoirs, ils ne peuvent que reculer. Seulement, je suis plus rapide que leur panique, vous pensez bien. Je les tamponne, les culbute, les écrase. Une volée de cris abominables me déchire les tympans au passage. À califourchon sur ma monture d'acier, je pique droit vers la vitre donnant sur la voie illuminée. Surtout rate pas ton coup, Sana, sinon tu ressembleras au hachis en quoi ces messieurs projetaient de te transformer. La distance diminue, la vitesse augmente. Combien ça peut peser une moto de ce calibre? Pas loin d'une demi-tonne, non? Une demi-tonne lancée à 80 à l'heure représente une force de percussion, Parole, mes chéris, je me dis tout ça en un éclair. Comme je n'ai pas le citron de Blaise Pascal, je trouve pas la solution du problo avant le vraoum. Allons, saute maintenant, Sana. Non, si ma cabriole déséquilibre l'engin, il risque de tomber avant de percuter la vitre et de s'enquiller dans un rayon. Au dernier moment. Dur à évaluer un dernier moment. Combien de mecs-tons roupis au Père-Lachaise pour avoir commis une infime erreur d'appréciation? Tout s'opère au ralenti malgré la fulgurance de l'action. T'es à 4 mètres de cette vacherie de vitre, Santonio. Plonge, bon Dieu! Je repère le rayon de sport, des piles de survêtements. Plus que 2 mètres, c'est la bonne distance. Hop! Merde, ma godasse reste coincée sur le repose-latte. Celui-ci a dû être tordu pendant ma ruée dans le paquet de nazis. Je tombe à la renverse. Le pot d'échappement du monstre me file un coup de lampe à souder dans la poire. Je me sens entraîné. Et puis mon panard largue mon soulier. Une explosion terrifiante retentit. Vous ne pouvez savoir le bruit que ça fait quand ça éclate, une vitre de 10 mètres sur 6. On vient de me renverser une charretée de verre pilé sur le rable. Je vais pouvoir me racheter des petits souliers, comme dans la chanson. J'entends le fracas de la moto explosant à son tour dans la street, pourvu que personne ne l'ait morflé sur la hure. Je demeure un instant immobile, à me demander si je vis encore réellement. Un terrible silence succède au fracas, celui-là même qui ponctue les cataclysmes. Il dure, il s'éternise, il pétrifie le monde. Enfin les cris retentissent, on s'exclame, on se hèle, des voitures freinent, il y a des coups de sifflet, des galopades. J'attends, rigoureusement immobile sur mon tas de verre. C'est battre le sécurite quand ça tombe en poussière. Non loin de moi, mes blessés remuent. Ils n'ont plus d'idée d'homicide. Simplement, ils aspirent à être ailleurs le plus rapidement possible. Les moins touchés soutiennent les éclopés, les moins sonnés analysent la situation, déterminent des conséquences, font entrevoir du funeste. Filons coûte que coûte avant l'arrivée de la police. Si on nous découvre ici un uniforme, c'est la fin de notre organisation. Vive notre Führer bien-aimé! Lance un zig qui a dû déguster un nion soigné sur la coupole. Ta gueule! Répond un autre que le danger dénazifie. Ce petit monde effarouché s'esbigne précipitamment. Bravo, San Antonio, tu les as eus. Affalé sur mon tas de verre, je médite. Pas le moment, dites-vous? Pauvre cloche, va. C'est toujours le moment de faire le point, de prendre les mesures de l'existence. Chaque fois que j'enregistre une victoire, mon imagination me distance pour aller mesurer les conséquences d'une défaite dans un futur maléfique puisqu'incertain. Soudain, tout mon être a un sursaut. Et Beru, ingrat, je viens d'avoir quelques secondes d'oubli. La bouffée d'orgueil. Tu les as eus, Sana. Et mon snob, hein? Grâce à qui tu les as eus? Sinon à Alexandre Benoît, le seul, le vrai, l'unique, le plus dévoué, le plus opportun, le plus téméraire des amis. Beru, qu'est-il advenu de ce brave Terre-Neuve? Je m'arrache à ma véraille, ça me picote de partout. Je dois en avoir jusque dans la réculière. Votre commissaire idolâtré se met en marche, du pas enlisé et mécanique de Frankenstein. Le verre en poudre me dégouline des fringues. En avant! Au dehors, déjà, glapissent les sirènes. La police, les pomplards, les ambulances, il en rabat de toutes parts. Mon petit doigt me chuchote que le parti national-socialiste anglais va en prendre un sérieux coup dans l'aile. J'ai beau errer dans les rayons du rez-de-chaussée, je ne trouve toujours pas Bérurier. Serait-il parvenu à s'enfuir, ou bien les gestapistes lancés après lui sont-ils parvenus à le kidnapper? Avez-vous les mains en l'air, je vous prie.
C'est un Bobby qui m'interpelle. Les poulets anglais se montrent polis en toutes circonstances. Je lève les mains. Mais par le Dieu Tout-Puissant, je rêve, lance une voix. Qui vient d'apparaître derrière le flic en uniforme, le Chief Inspector Dorenavan en personne. Sans charme, my friend, pouffai-je. C'est vous qui êtes de garde cette nuit au yard? Non, je passais dans le quartier. Est-ce que je me trompe? Mais il est tout sourire, Dorenavan. Plus du tout le zig ravagé qui m'a rendu visite l'autre jour dans ma sellotte. Je comprends l'origine de cette transformation en découvrant une chouette brunette accrochée à son bras. Parvenu aux limites de la neurasthénie, il a essayé la seule thérapeutique qui s'imposait, et il semble que cela lui ait réussi parfaitement. Je lui relate alors, de manière circonstanciée, les événements de la nuit, en passant sous silence le rôle joué par Molly Rex. Entre nous, cette greluse, je me la réserve pour la bonne bouche. Une question me turlupine en dehors de la disparition de Beru, le fameux grand secret qui met en transe tous ces déplafonnés de la croix gammée. À la fin de mes explications, je pilote Dorenavan au 4e. Mais déjà la police a investi l'étage et cerné les dignitaires nazis. Voici mon ex-juge, très cher, fais-je au Chief Inspector, ainsi que la veuve Frodford et Ferreluire, l'un et l'autre en grand uniforme. Me considérez-vous toujours comme un ramolli du bulbe promis au psychiatre? Dorenavan me flatte l'épaule d'une main réchauffée par l'amour. 10 000 excuses, San Antonio. Vous savez, je pensais beaucoup à vous ces derniers jours. Et je me promettais de... Je lui désigne la timide mais ravissante personne qui continue de le suivre docilement. Espèce de sale menteur. Avec un sujet comme celui-ci, vous ne deviez plus penser à grand-chose. Il se marre comme une apple pie entamée. Je n'ai pas le cœur de l'imiter. Je voudrais Beru, moi, mon Beru. Qu'en ont-ils fait, ces sagouins? On a beau les questionner, leurs réponses sont unanimes. Beru leur a glissé les mains. Je quitte les grands magasins Masturbs, car c'est d'eux qu'il s'agissait. Et l'enquête devait démontrer postérieurement que leur PDG, un certain Henry Haight, dirigeait la section londonienne des nazis britannoches. Le jour se lève sur la capitale anglaise, gris et poisseux. Les loupiottes des lampadaires pâlissent. La rue a presque repris sa physionomie normale. Il ne reste que 2 employés de la voirie occupés à balayer les débris de verre sur la chaussée. Je longe la vaste bâtisse, ravagée par l'absence du gros. Faut que je me dégauchisse un bahut. À cette heure, ça représente une royale performance. Mais que se passe-t-il? Là-bas, devant l'entrée principale des grands magasins, à nouveau la foule. Elle se coagule, se triture. 50 personnes, puis 63, puis 84 et demi. Il y a un cul-de-jatte matinal dans le Lot-et-Garonne. Sont sur le point de se chicorner pour voir quelque chose. Mon instinct me virgule un cigare allumé dans le prosibus. Sana bondit, le cœur tortillé par un pressentiment. Je me coule dans la mêlée, jouant des pieds et les coudes, malmenant tout un chacun pour pouvoir accéder au premier rang d'orchestre. Et que découvrais-je alors? Attendez. D'abord, vous situez le décor. En ce moment, chez Masturbs, ils font une campagne publicitaire pour leur sanitaire. À l'intérieur de la grande porte tambour, Lannoy il place un petit complexe représentant une salle d'eau. Assis, dos à nous, sur la cuvette des Cagouins, le futal tombé, la limouille haut remontée, Beru souscrit à des exigences intestinales sans se gaffer qu'il est en vitrine, le gueux. Isolé par les épaisses portes vitrées, il ne perçoit pas le grand murmure de la populace en délire. Oh! Nous le regardons, mourant de rire, se débloquer la boyasse, puis cueillir un paquet de fafatrins plus épais que l'annuaire des téléphones pour se torchonner le B-News-Off longuement, feuille après feuille. L'opération accomplie, le Mastard veut actionner la chasse d'eau, mais naturellement, aucune trompe ne vient balayer ses détritus, vu que le sanitaire n'est là que pour la montre. Irrité, il se retourne afin de filer les coups de poing déclencheurs de cataracte dans les chasses d'eau récalcitrantes. Ce n'est qu'à sa 3e tentative qu'il décèle un mouvement ondulatoire vers le fond de sa salle de bain illusoire. Lui qui avait pris dans l'obscurité la vitrine pour une glace, il demeure abruti de surprise, son gros bide poilu pointé dans notre direction. Enfin, il réalise l'incongru de sa position. Son premier réflexe n'est pas de pudeur, mais de rogne. Il se rue dans notre direction, réussit un pas, culbute à cause de son bénard baissé et s'écroule dans une grande apothéose de faïence concassée. Bravo, Beru! C'est mieux que le cinéma muet, décidément. Tu te surpasses. Chapitre 16. 4 pas dans le passé.
Dans le taxi qui nous trimballe à Chelsea, le Gravos se met à jour d'explicances. J'ai eu un fion terrible, mec, lors de ma sortie intrépide. Raconte. Pendant qu'il défouraillait à outrance sur mon mannequin à roulettes, m'école, j'ai renversé un comptoir plein de mignons pingouins marcheurs. Ces gentils petits loufias se sont mis à vadrouiller dans les travées, si bien que les gestapistes ont effacé un gros moment d'indécision. Ça trottinait de partout dans mon coin de magasin. Pendant ce temps, l'Alexandre Benoît gerbait en direction d'un grand présentoir où il y avait un avion de tourisme en ventrine. Un petit zinc jaune, tu l'as pas aperçu? Tu sais, j'ai pas eu l'opportunité de musarder à tous les rayons. Note de bas de page. Vachement marquée par la forme anglaise maintenant, le Sana. Fin de la note de bas de page. Ce Zozio, continue le Mastar, était partiellement caché par un décor en contreplaqué représentant un aérodrome. Ça m'a donné le temps de grimper dans le coucou sans être retapissé. Au passage, j'ai chouravé le bonnet d'aviateur d'un mannequin placé dans le décor. Je m'en ai chaussé la tête et je suis resté immobile sur le siège du pilote, avec un grand sourire glandu, comme si je préconiserais à outrance les joies de l'acrobatie aérienne. Ces tordus draguaient avec tellement de fureur qu'ils sont passés devant l'avion sans me voir. Ensuite, poursuit-il, j'ai entendu ton schtroumpf là-haut, et je m'ai dit qu'il restait plus qu'à atteindre. Alors je m'ai glissé dans le fond de la carlingue et je m'ai endormi, vu que j'étais drôlement vanné. Il ajoute, c'est un peu d'embarras castriste qui m'a réveillé, vu que, soit dit entre nous, j'accommode mal la bouffe anglaise. Le reste, tu la connais? Je la connais, pouffai-je, en ramassant le Daily Mail du jour, oublié dans le bahut par un client matinal. Ma photo s'étale en première page. L'évadé de Swell de Children. Vivement que la prochaine édition me réhabilite. J'ai pas la vocation pour jouer les rôles de malfrats en cavale. C'est toi, là? Remarque le déféqueur public. C'est moi. T'as l'air d'un convive en rupture de chaise, récite Beru en proie à des réminiscences. Note de bas de page. Sans engagement de notre part, nous croyons pouvoir vous traduire cette phrase sibylline par convict en rupture de banc. Fin de la note de bas de page. Qu'est-ce qu'il bonisse à ton sujet? Je parcours l'article d'un œil blasé. Pfff, il raconte mon évasion. On ne cause pas de mes zigues? Espère l'immonde. Ça serait joyeuse de rapporter à ma Bertie un baveux d'ici avec mon blaze écrit en anglish. Non, on ne parle pas de toi, gros. Par contre, le vieux Sam a droit à un petit digeste de son curriculum. Mon sourire s'étiole, puis fait place à un spasme. Oh, bon Dieu! Quoi est-ce que? S'inquiète du lardon. Je fais coulisser la vitre de séparation isolant le driver de ses passagers. Vite, vite, suppliai-je. Appuyez au maxi, vous aurez un pourboire princier. Mais qu'est-ce qui te prend? Rogne Beru. Pourquoi tu te mets à engueuler le chauffeur? Je l'engueule pas, je lui dis d'aller plus vite. Tu sais pourquoi le vieux Sam Gratt faisait de la tôle? Vol de clapier, ivresse publique, tapage nocturne? Récite mon aminche à l'estimation, vu la morpho du personnage. Des clous, gros! Attentat à la pudeur! Il a essayé de s'embourber une fillette! Il a déjà été condamné 3 fois pour ça. Beru rigole à plein râtelier. Oh! Oh oh oh, le vieux salingue! On dirait pas à le voir. Il ressemble plus à un épouvantail qu'à... Nom de Dieu! Marie-Marie! Rugit-il. Eh oui, Marie-Marie, v'là le gentleman à qui tu l'as confié, espèce de parenticide. Je pouvais pas me gaffer d'une chose pareille, Sana. Il a l'air d'un bon grand-père Clodo, Sam. Je te jure bien que s'il a fait cette abomination, je lui découpe les clochettes avec un ciseau de brodeuse. Le Buhaman vire sur les rachots de poux, sur les chapeaux de roue, et enquille Chelsea Manresa Road à une allure jamais égalée. Douille-le! Criai-je au gros en bondissant hors de la tire. Combien je la trique? 2 livres, ça les vaut. Tiens mon pote, v'là 1 kilo, entends-je dire au gros. T'attaques magistralement ta journée, non? La grille de fer forgé, l'escalier, la lourde dégondée qu'on a rajustée tant mal que bien. J'entre comme un dingue dans l'appartement. Ce que j'avise en premier, c'est le misérable Sam Gratt, vautré sur la moquette du salon, débraillé, puant l'alcool et ronflant comme un réacteur. Il est seul dans la pièce. Je l'enjambe pour visiter la chambre, vide également. La salle de bain maintenant. J'y trouve la môme Marie, ligotée et bâillonnée dans la baignoire. Mais Marie, pas la moindre trace. Flageolant d'appréhension, je me rabats dans le living comme Bérurier y débouche. Alors? Il coasse. La petite n'est plus là. Bouge pas. Il a juste un coup de tartine dans les côtelettes du clochard, de quoi lui faire sauter 3 cerceaux d'un coup. Sam Gratt pousse un cri de douleur et bat des stores. Un nouveau shoot du gros achève de le dévaper. Ben quoi, fils de pute? Grommelle-t-il. En v'là des façons.
La petite fille! Où est la petite fille? Hurlai-je en le soulevant par le col. Qu'en as-tu fait, misérable déchet? But, dit-il. Y a pas de but! Tranche Beru d'un troisième satonnage. Qu'est devenu l'enfant gore et putride? Je sais pas. Elle est plus là? Non, elle n'est plus là. Dis-moi ce que t'as fait d'elle avant que je te réduise en purée. Oh, quoi? Le défoncez pas, dit une voix. C'est un vieux cochon, mais il est gentil. Nous levons les yeux. Allongée sur la fête d'une armoire, Marie-Marie est là, qui nous considère d'un œil clignotant en bâillant comme une entrée de métro. Qu'est-ce que tu fous là-haut, morpionne? S'enquiert son tonton. Votre vieux piège à rat voulait se permettre des privations avec moi, explique-t-elle. Vous pensez comment que je m'ai dégrouillé d'escalader l'armoire? Mémé m'avait bien prévenu. Quand un salingue cherchera à te faire du gringue, elle me disait, cours te filer à l'abri avant que les choses se gâtent. Elle brandit un gros tisonnier de cuivre ouvragé. Heureusement que je m'étais muni de ça avant de grimper. Ah, il a essayé longtemps de me déloger, le vieux pou. Quelques coups sur la noix, ça lui a calmé la tendresse. Bougre de satire, gronde l'énorme. Mon ami Sana t'évade et t'as rien de plus pressé en remerciement que de vouloir désaffleurer ma pupille? Allez, barre-toi, un suquet. Va sur les bridges de la Tamise filtrer les pionards de ton âge. Je voulais pas ennuyer, sanglote le débris. C'est la malédiction de ma vie, ce penchant que j'ai. La godasse du gros, une énième fois appliquée sur sa partie pile, lui fait dévaler l'escadrin. T'aurais pas dû, reproche la compatissante Marie-Marie. C'est un pauvre homme. Il me disait rien de bien méchant, tu sais, à mon avis, donc. Il serait même moins dégueulasse que toi, qui est toujours à faire le mariole devant la première vache en tablier que tu rencontres. C'est ici? Demandai-je à Molly. Oui, je vire sur la gauche. Le nom de la rue me fait tressaillir. Elephant Road. Éléphant. Je repasse en mémoire le curieux message trouvé chez Moïse à son berceau qui m'alerta au tout début de cette affaire. Un éléphant, ça trompe. Notez que maintenant que la Miss Molly Rex s'est allongée à propos du grand secret, sans trop de difficulté, je dois le dire, une nuit dans une baignoire portant conseil, plus rien ne m'étonne. Ce grand secret des nazis, mes petits, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il va faire du bruit. Non seulement dans le Landerneau, mais également dans le monde entier. Quand la nouvelle sera connue, les messieurs-dames journalistes pourront se remiser les explosions nucléaires, se carrer dans l'oigne la conquête de la Lune, mettre dans les tartisses la vie privée de Liz Taylor, la misère du dollar, les flambées raciales et les conquêtes territoriales des capitalo-communistes. Comme s'ils suivaient ma pensée, Bérurier murmure, à l'arrière. Ça va faire du bruit dans le Landerneau. La citation est de circonstance, gros, car elle est tirée, si ma mémoire est exacte, d'une pièce intitulée « Les héritiers », dans laquelle un valet la prononce après avoir appris qu'un officier porté disparu refait surface. « Tu me les casses avec tes tartines littérateuses, c'est pas le moment !» bredouille l'enflure. « Tu y crois ce qu'elle nous a révélé, ta sauteuse ?»« On va voir. En tout cas, si c'est exact, je peux te dire que ça me fera quelque chose. »« À moi aussi, gros. »« Pourquoi ?» gazouille Marie-Marie. « Je la connais pas, moi, cette personne que vous causez. » Je n'ai pas le temps de la franchir. Molly vient de me presser le bras. Arrêtez, nous y sommes. Le cœur battant, je lève les yeux sur un immeuble triste et sale. Malgré ma nuit blanche, je sens courir en moi une énergie toute neuve. Alors il est là, murmurai-je. Oui. Elle se voile la face. Comme j'ai honte de l'avoir trahi. Pas le moment, coupai-je. Les femmes sont faites pour ça, Molly. L'histoire universelle n'est constituée que des tueries des hommes et des trahisons des femelles. Allez, go. Nous nous engouffrons sous un porche qui malodore. Au premier, elle désigne une porte. On doit frapper d'une façon particulière, je suppose. Oui. Eh bien, qu'attendez-vous? Elle replie son index. Toc toc, toc 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 toc, toc. Un moment s'écoule. Enfin, un garçon blond et blême, aux yeux bleus pleins de fièvre, vient délourder. Il regarde Molly, la reconnaît et ouvre en grand. Il salue à l'hitlérienne, mais sans un mot. Machinalement, Molly répond par un même geste de la main. Nous entrons. L'appartement est modeste, presque minable. Les murs pisseux racontent des déboires ancestraux. Le freluquier blafard a rajusté la chaîne de la lourde. Il nous introduit dans une pièce à manger lugubre où il n'y a personne. Il appuie sur la moulure du mur. Aussitôt, un vaisselier pivote, nous découvrant un vaste local d'un luxe délirant. Tout brille, tout est opulent, les meubles, les teintures, les objets délicats. Un vieillard à la mine soufrée est assis dans un grand fauteuil, une peau de zibeline sur les jambes.
En le voyant, Molly éclate en sanglots. Ah, Hitler. Larmoie-t-elle. Le vieillard redresse la tête et lève lentement son bras décharné. Heil moi-même chevrotte-t-il en anglais. Un fabuleux silence succède à cet échange. Nous nous défrimons, le vieux et moi. Il s'étonne de percevoir nos saluts à nous. Moi je le détaille à m'en désorbiter les lampions. Ouais, c'est sûrement lui. Ce nez pointu, ce regard fixe d'illuminé. La mèche est blanche, mais elle est. Ainsi que la moustache fameuse. Adolf Hitler, mes bons biquets. Le Führer. Il a 80 carats, mais on le reconnaît parfaitement sous sa couche d'année. Qui êtes-vous? Guttural-t-il. Police. Le genet couleur de navet blanc s'écroule. Il allait sauter sur une arme, mais le prompt Beru vient de l'étaler d'une manchette à la nuque. Terrassé par le remords, Molly s'évanouit. Ces menus incidents me laissent de marbre. Je n'ai Dieu que pour le fantôme démasqué dans son réduit capitonné. Je remarque alors une longue cicatrice à sa tempe. La balle qu'il s'est tirée dans le bunker de Berlin, songeai-je. Un mélange d'incrédulité, d'effroi, de répulsion, d'obscur respect aussi, m'emplit jusqu'à la gorge. Je ne trouve rien à dire, je pantelle. Toutes mes lectures à propos du mystère Hitler affluent à mon esprit. Le cartésien Beru réagit plus vite que son vénérable boss. « Eh ben, dites donc, il a pris de la boutanche, Adolphe !»« Que se passe-t-il » Son exclamation, le mastard l'a exclamé en français, et le vieux Führer paraît avoir compris. J'ignorais qu'il était polyglotte, Hitler. « Vous êtes français » bredouille-t-il sans un pouce d'accent. « Yes, Adolphe » rétorque Beru en se pavanant. « On est Franchcaille de père, de mère et de parti pris. T'as bien cru te la farcir, la France, en 40, hein, ma vache ?» « Déconne pas, gros lard » bavoche le revenant. Il hoche la tête, souriant de notre hébétude. « Tant mieux que vous soyez venus, mes amis. Je commençais à en avoir ma claque de ces cinglés. Dac, j'avais la planque idéale. Mais maintenant qu'il y a prescription, j'aimerais bien aller renifler l'air de la butte une dernière fois avant de calancher. Mais asseyez-vous, mes drôles, qu'on écluse un gorgeon de chambre pour fêter ça. Ouvre ce secrétaire, mon garçon. Il fait frigo. Et sors-nous une Dom Pérignon. Merde, ce que ça fait du bien de jacter sa langue maternoche. Je m'en gargarise les amygdales, depuis le temps que je me tartais entre l'allemand et le roast beef. Et il se met à table, coupe en main le faux Hitler. Son vrai nom, c'est Adrien Blanchu de Levallois, plus connu jadis dans le mi-temps sous le surblase de Blanc-Blanc la tirelire, car il s'y entendait pire qu'un ingénieur de chez Fichet pour décortiquer les cofios. Voici une douzaine d'années, au cours d'un cassement, il s'est fait interrompre par le proprio de l'appartement où il opérait. Perdant la tête, il a voulu faire taire le gueulard d'un coup de vilebrequin. Manque de fion, il lui a enfilé sa mèche. Pas sa mèche de cheveux, celle du vilebrequin. Dans l'œil à ce trouble fait. L'autre s'est révélé mort dans la seconde qui a suivi. Affolé, Blanc-Blanc la tirelire s'est sauvé et s'est empressé de prendre le train pour London. Ici, continue-t-il, j'ai battu la galoche quelque temps. Je connaissais personne. Mon pécule avait fondu. Et puis v'là qu'un soir où je radais dans Whitechapel, un couple de bourgeois qui me dévisageait depuis un temps m'aborde. « C'est fou, c'est que vous ressemblez à Adolf Hitler, me disent-ils. Parce que c'est vrai, le sosie du Führer j'étais. On m'a assez charrié pour ça à Pigalle. Comme j'avais appris l'allemand du temps que je faisais le Mac à Berlin, après 18, je leur faisais des imitations aux aminges du cochon mauve. Je m'étais intéressé à la vie de cette espèce de faux jumeau, et j'avais lu beaucoup de biographies du monsieur, cherchant à découvrir un brin de parenté quelconque pour expliquer cette ressemblance. Tout ça pour vous narrer comment l'envie m'est venue de les mener en barlu, les deux bourgeois. Je m'ai mis à leur raconter une phénoménale salade, selon quoi j'étais bel et bien le Führer soi-même, plancousé à London depuis la guerre. Je leur ai fignolé un méchant western, sur fond de Berlin en flammes. Le Bunker, mon suicide, la chère Eva Braun. Et puis le cousin germain de mon aide de camp qui me tire des griffes du chauffeur, au moment qu'il m'aspergeait d'essence pour me fricasser. Mais le Führer fait toujours son cœur pas. Il se serait égosillé. On m'évacue dans une voiture de livraison, la Bavière, Mâcon-Valo. Je passe en Suisse, de là en Espagne. Franco refuse de me croire, me menace de ses geôles. Je m'évacue au Portugal où Salazar ne veut pas m'accorder le droit d'asile et me conseille de décarrer pour l'Angleterre, pays de la vraie liberté. Il est au poil ce vioc. On le sent tellement heureux de se débobiner. Il raconte tout avec détail en italique. Le couple incrédule au début.
mais troublé par sa cicatrice à la tempe. À la fin, les deux bourgeois l'emmènent chez eux, font venir d'autres hurluberlus. Ils appartenaient au néo-parti nazi, ces pommades. Il y avait du jeu dans leur matière grise. Ils ne demandaient qu'à le croire, Blanc-Blanc la tirelire, au fond. L'hallucination collective, en somme. Quand on se monte le bourrichon à plusieurs, ça prend d'énormes proportions. Ils se sont mis à l'idolâtrer, le vénéré Führer. Ils lui ont mignardé cette planque où, depuis un paquet d'années, notre homme coule d'heureux vieux jours, infiniment douillet. De temps en temps, il accorde une audience. Les dingues viennent lui raconter le monde futur. Leur plan ? Développer le parti national-socialiste en créant des filiales dans le monde entier. Parallèlement, entreprendre une campagne de dénatalité sur toute la planète. D'ici quelques générations, avec une population réduite aux seuls éléments nazis, qui eux continueraient de procréer en douce et d'éduquer leurs gamins, l'univers devait repartir sur un bon panard. En somme, la guerre idéale, le meurtre pré-utérin. Plus besoin de bousiller les guignols, simplement empêcher qu'on en fabrique. Bérurier, qui est allé au secrétaire réfrigérateur et en revient avec une nouvelle boutange de rateuse, hoche la tête et déclare « Vous savez qu'en y réfléchissant bien, c'était pas tellement loufdingue leur combine. »« Déconne pas, mononcle !» rebiffe Marie. « C'est pas parce que tante Berthe et toi vous avez pas été foutus d'avoir un môme qu'il faut en priver les autres. » Conclusion. Quelle extraordinaire aventure s'exclame Félicie. Des nazis, après tout ce qu'on a vu pendant la guerre. Que veux-tu, man ? Le monde est ruisselant de conneries et de cruauté. Qu'en avez-vous fait du faux Hitler ? On l'a ramené en France. Il est en prison ? Je la rassure. Un farceur de cet âge et de cette envergure, ça aurait été dommage. Et la jeune fille ? Cette demoiselle Rex qui vous l'a dénoncée ? Elle, on l'a laissée filer parce qu'elle était trop jeune pour la prison. Vous avez fort bien fait, Antoine. Je rigole. Si tu avais vu la bobine du cousin Plantin quand je lui ai appris que sa commune recelait les premiers éléments nazis français, c'était Asson Berceau et le directeur du journal d'Hambourg-Bleu-Petit qui dirigeaient la section. Seulement Asson Berceau n'était pas impur, lui. Il voulait monnayer le secret. Les avertissements de ses supérieurs n'ayant pas suffi, on l'a liquidé, ainsi que sa rombière. Pourquoi l'a-t-on tué dans la propriété du pauvre Évariste ? Ils lui ont dit que le maire voulait la voir d'urgence pour la décider à les suivre. Et alors, un drôle de bruit m'interrompt. Ça vient de notre jardin. Mince, on dirait... Fais jamement. Félicie a un sourire joyeux. En effet, mon grand. T'as acheté tes poules pendant mon séjour en Angleterre ? Non, je n'ai acheté qu'un coq, Antoine. Un beau coq gaulois, mon chéri. Il chante toute la journée. Si tu savais comme ce pauvre monsieur Langrenet est content. Mais les œufs, man, tu disais... La sainte femme hoche la tête. Oh, les œufs, tu sais, avec mon foie fragile. C'était Gracchus raconte, lisant du Sana. Un éléphant, ça trompe. À très vite pour le prochain ouvrage et à bientôt pour un prochain Sana. Je tiens ici à rendre un hommage appuyé au grand Frédéric Dard, frère en Dauphiné, joyeux de riz et immense auteur devant l'Éternel. Si ça t'a plu, abonne-toi, pose un pouce ou laisse un commentaire. Ce sera fort apprécié.